Je suis heureuse de vous avoir ici. Suivez mon histoire jusqu'à la fin et commentez la ville d'où vous regardez. L'invitation est arrivée un mardi de mars. Un carton couleur crème avec des lettres dorées en relief qui coûtait probablement plus cher à l'unité que ce que je dépensais en courses pour une semaine entière. Monsieur et Madame Thomas de la Roche ont l'honneur de vous convier. J'ai dû le relire 2 fois avant de comprendre que mon fils allait se marier. Et j'en étais informée, pas consultée. Pas d'appel, pas de visite, juste une invitation par la poste, comme si j'étais une parente éloignée qu'il se sentait obligé d'inclure. Je l'ai posée sur le comptoir de ma cuisine, à côté de la pile de factures en retard, et je l'ai fixée longuement. Étienne avait 28 ans maintenant. Une carrière brillante dans l'informatique. Il vivait dans un loft en centre-ville, dont le loyer mensuel dépassait ce que je gagnais en 6 mois à mon poste au bureau d'assurance. Il était avec Héloïse depuis 3 ans, et je l'avais rencontré exactement 2 fois. Les 2 fois, des rencontres brèves et maladroites, où elle avait regardé mon petit appartement et mes vêtements achetés en solde avec cette sorte de dégoût poli que les gens riches perfectionnent. Le mariage était prévu pour le 15 juin, un samedi, au domaine Les Pins Dorés, où la famille d'Héloïse était membre. Un endroit où, j'en étais certaine, je ferais tache comme une goutte de vin sur une nappe blanche. Dans un coin de l'invitation, en petits caractères, il était écrit « Tenue de soirée optionnelle ». J'ai passé mes doigts sur les lettres en relief, sentant la texture du papier coûteux. Tenue de soirée optionnelle. De toute ma vie, je n'avais jamais possédé quoi que ce soit qui puisse passer pour une tenue de soirée. Ma seule robe correcte était bleu marine et avait 5 ans, achetée pour la remise de diplôme d'Étienne. J'ai pris mon téléphone et j'ai cherché le numéro d'Étienne. Nous nous parlions peut-être 1 fois par mois maintenant. Des conversations brèves qui me laissaient le sentiment de passer un entretien pour le poste de mère dans sa vie. Un poste pour lequel j'étais de moins en moins qualifiée. Le téléphone a sonné 4 fois avant qu'il ne réponde. « Oh, salut, maman !» Sa voix avait cette qualité distraite qu'elle avait toujours quand il me parlait, comme s'il vérifiait ses emails ou faisait défiler son fil d'actualité en même temps. « Tu as reçu l'invitation ?» ai-je demandé, bien que je connaisse la réponse. « Je l'ai reçue !» ai-je dit, en essayant de paraître joyeuse. « Félicitations, mon chéri. » Héloïse a l'air charmante. Un silence. « Oui, elle l'est. Écoute, à propos du mariage, » ai-je continué. « Je suis si heureuse pour vous deux. Quand serait-il opportun de vous aider pour l'organisation? Je sais que ces choses peuvent être chères, et j'ai mis de l'argent de côté. »« Maman, arrête !» Sa voix s'est faite plus tranchante. « Nous n'avons pas besoin d'aide. Les parents d'Héloïse s'occupent de tout. Tout est pris en charge. » J'ai serré le téléphone plus fort. « Je ne parle pas d'argent, Étienne. Je parle d'être impliquée. La danse mère-fils, aider à choisir les fleurs, goûter le gâteau. »« On a déjà fait tout ça !» Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Fais tout ça sans moi, sans même me dire que ça se passait. « Écoute, contente-toi de venir le jour J, d'accord ?» a-t-il continué. « Porte quelque chose de joli, mais pas trop, tu sais. » « Classique, » ai-je complété, ma voix stable malgré la douleur familière qui se propageait dans ma poitrine. Je ne voudrais embarrasser personne. Il ne s'agit pas d'embarrasser. Peu importe. Je dois y aller. Héloïse prépare le dîner. La ligne est devenue silencieuse et je suis restée assise dans mon appartement silencieux, fixant l'invitation. Tenue de soirée optionnelle, quelque chose de joli, mais pas trop. J'avais parfaitement compris. Cette nuit-là, j'ai ouvert mon placard et j'ai regardé mes vêtements d'un œil nouveau. Tout me paraissait soudainement usé, démodé, indigne. J'ai sorti la robe bleu marine que j'avais portée à la remise de diplôme d'Étienne. Elle était simple, modeste,
et manifestement bon marché à côté de ce que les de la Roche et leurs amis porteraient. J'ai pensé à rappeler mon fils, à lui demander directement si je devais participer au dîner de répétition, s'il y avait un enterrement de vie de jeune fille auquel je devais assister. Mais je connaissais déjà la réponse. L'invitation était assez claire. J'étais une invitée, pas de la famille. Pas vraiment. Pendant les 3 mois suivants, j'ai économisé chaque centime que je pouvais. J'ai sauté des repas, marché jusqu'au travail au lieu de prendre le bus, résilié mon abonnement au câble. En mai, j'avais assez pour acheter une robe qui n'humilierait pas mon fils le jour de son mariage. Vert émeraude profond, simple mais élégante, d'un grand magasin qui était plusieurs crans au-dessus de mes friperies habituelles. J'ai même fait une folie pour de nouvelles chaussures et j'ai fait coiffer mes cheveux grisonnants par un professionnel pour la première fois depuis des années. Je voulais avoir l'air d'être à ma place, d'être digne d'être la mère d'Étienne. Le sacrifice n'était pas nouveau pour moi. Quand Robert nous a quittés, Étienne avait 7 ans. J'avais cumulé 2 emplois pour nous maintenir à flot. Saisie de donner pour une assurance le jour, service dans un restaurant le soir. Étienne n'a jamais manqué d'équipement de football, d'ordinateur pour l'école, des bons vêtements pour s'intégrer avec ses amis. Je m'en suis assurée, même si cela signifiait manger des pâtes instantanées pour le dîner après qu'il soit allé se coucher, ou rapiécer la même paire de chaussures pour une saison de plus. Quand Étienne a été accepté à l'université de Rouen, j'ai hypothéqué la petite maison que j'avais héritée de ma tante Marie pour payer ses frais de scolarité. Il ne l'a jamais su. Je lui ai dit qu'il y avait un petit héritage du côté de son père, une fiction pour préserver sa fierté et la mienne. Chaque mois depuis sa remise de diplôme, j'avais versé 500 € sur son compte d'épargne, de l'argent que je gagnais en travaillant les week-ends dans une supérette locale en plus de mon emploi régulier. Le matin de l'essayage final de ma nouvelle robe, j'ai vérifié mon compte en banque et mon estomac s'est noué. Il y avait un paiement automatique sur ma carte de crédit, celle d'urgence que j'avais donnée à Étienne des années auparavant, de 3 200 €. J'ai appelé la compagnie de carte de crédit. Le débit provenait de Excursion Paradis et datait de 3 jours plus tôt. Quand j'ai appelé Étienne, il a répondu dès la première sonnerie. Inhabituel pour lui. « Maman, j'allais justement t'appeler », a-t-il dit, sa voix inhabituellement enjouée. « Bonne nouvelle, Héloïse et moi avons finalisé nos plans pour la lune de miel. 2 semaines à Bali. » J'ai serré le téléphone plus fort. « Ça a l'air merveilleux, mon chéri. Je viens de voir un débit sur ma carte d'urgence. »« Oh, ça !» Sa voix a changé. Un peu sur la défensive maintenant. « Oui, il y avait une offre limitée pour la compte. J'allais te le dire. On te remboursera. »« Bien sûr. »« Bien sûr. » ai-je répété. Nous savions tous les deux qu'il ne le ferait pas. Ce n'était pas la première fois. La carte d'urgence avait payé pour des voyages au ski, un nouvel ordinateur portable, des billets de concert, le tout avec de vagues promesses de remboursement qui ne se sont jamais matérialisées. « Merci, maman. Tu es la meilleure. »« Écoute, je dois filer. J'ai une réunion avec l'organisatrice du mariage. » Encore une réunion dont je n'étais pas au courant. Encore une décision prise sans moi. « Étienne, » ai-je dit rapidement avant qu'il ne puisse raccrocher. Je me demandais pour le dîner de répétition. Est-ce que je dois... C'est au Chêne Royal le 14. Le père d'Héloïse a tout arrangé. Sois là à 19 h, d'accord? La ligne est redevenue silencieuse. Je me suis assise sur le bord de mon lit, fixant la robe émeraude accrochée à la porte de mon placard. 3,200 €. C'était 2 mois de loyer, 6 mois de courses, plus que ce que j'avais jamais dépensé pour moi-même en une seule fois. J'aurais dû être en colère. Au lieu de cela, j'ai ressenti une résignation familière. C'était le schéma dans lequel nous étions tombés. Étienne prenant, moi donnant, sans qu'aucun de nous ne reconnaisse le déséquilibre. En me changeant pour mon service au bureau d'assurance, je me suis aperçue dans le miroir.
À 54 ans, mon visage montrait chaque année de lutte et de sacrifice. Les rides autour de mes yeux, la mèche de cheveux gris que je ne pouvais jamais tout à fait me permettre de couvrir correctement. Mais il y avait autre chose aussi. Quelque chose que je n'avais pas remarqué auparavant. Une lassitude qui allait au-delà de l'épuisement physique. Depuis combien de temps acceptais-je les restes de ma propre vie? 2 semaines avant le mariage, j'ai reçu une visite inattendue. Je triais mon courrier, principalement des factures et des publicités, quand on a frappé à la porte de mon appartement. À travers le Judas, j'ai vu une femme âgée bien habillée que je ne reconnaissais pas. Pensant qu'il pouvait s'agir d'une voisine ou de quelqu'un collectant pour une œuvre de charité, j'ai ouvert la porte. « Hélène Dubois ?» a demandé la femme, sa voix cultivée mais aimable. « Oui. Je suis Sarah Moreau, la tante d'Héloïse. » Elle m'a tendu la main. « Puis-je entrer ? Je pense que nous devrions parler. » Perplexe, je l'ai fait entrer, dégageant à la hâte des magazines de mon petit canapé pour lui faire de la place. Sarah Moreau a regardé mon appartement avec des yeux curieux, mais sans le jugement que j'avais vu chez Héloïse. « Je m'excuse de passer à l'improviste, » a-t-elle dit en s'installant sur le canapé. « Mais je tenais à vous rencontrer avant le chaos du mariage. »« C'est très aimable à vous, » ai-je dit, incertaine de la raison pour laquelle la tante d'Héloïse me chercherait. L'expression de Sarah est devenue sérieuse. « Je vais être directe, Hélène. J'ai remarqué comment vous avez été exclue de l'organisation du mariage. Cela m'a inquiétée. J'ai senti mon visage rougir. Je suis sûre que tout le monde est très occupé. »« Non, » a-t-elle interrompu doucement. « C'est délibéré et c'est mal. Héloïse et la famille de ma sœur, ils peuvent être assez soucieux de leur statut, mais une mère devrait faire partie du mariage de son fils. » Je ne savais pas quoi dire. Voir mes soupçons confirmés par une personne de l'intérieur était à la fois une validation et une douleur. « Pourquoi me dites-vous cela ?» ai-je finalement demandé. Sarah a soupiré. « Parce que j'ai été dans votre situation une fois. Ma fille a épousé un homme d'une famille riche qui m'a clairement fait comprendre que je n'étais pas tout à fait ce qu'ils avaient espéré. Je suis restée silencieuse, essayant de ne pas faire de vagues. Je le regrette maintenant. » Elle a sorti une enveloppe de son sac à main. « Voici les détails de tous les événements pré-mariage restants. La dégustation du gâteau est demain à 14h. La visite finale du lieu est jeudi. L'approbation des arrangements floraux est vendredi. » En fixant l'enveloppe, des émotions contradictoires se battaient en moi. Je ne pense pas être invitée à ces événements. « Vous ne l'êtes pas ?» a dit Sarah sans détour. « Mais vous devriez l'être. Et si vous venez avec moi, personne ne le remettra en question. Je suis la tante excentrique que tout le monde tolère parce que je suis plus riche que la plupart d'entre eux réunis. » Sa franchise m'a arraché un rire. « Pourquoi feriez-vous cela pour moi ?» Les yeux de Sarah se sont adoucis. « Parce que les familles devraient être meilleures que ça, et parce que j'ai vu Héloïse et ses parents diriger tout ce processus de mariage d'une main de fer. » Étienne semble avoir oublié qui le soutenait avant qu'il n'ait un emploi à 6 chiffres dans la tech. Il a travaillé dur pour son succès, ai-je dit automatiquement, la réponse défensive d'une mère. J'en suis sûre, et je suis tout aussi sûre qu'il ne l'a pas fait seul. Sarah s'est levée. La dégustation du gâteau demain ? Viendrez-vous ? J'ai regardé la robe émeraude accrochée à la porte de ma chambre, la pile de factures sur mon comptoir, la photo encadrée d'Étienne à sa remise de diplôme, son bras autour de mes épaules, nous deux souriant. « Oui, » ai-je dit, « je viendrai. » La dégustation du gâteau avait lieu dans une pâtisserie de luxe du centre-ville, le genre d'endroit sans prix affiché, car si vous aviez besoin de demander, vous ne pouviez pas vous le permettre. Sarah m'a retrouvée à l'extérieur, élégante et décontractée, dans un pantalon en lin,
et un chemisier en soie qui coûtait probablement plus que mon loyer mensuel. « Prête ?» a-t-elle demandé, m'offrant un sourire encourageant. J'ai hoché la tête, lissant ma meilleure jupe de travail et mon chemisier, soudain consciente de mes escarpins éraflés et de mon maquillage de supermarché. À l'intérieur, Héloïse, Étienne et Madame de la Roche étaient déjà assis à une table couverte de petites assiettes d'échantillons de gâteaux. Étienne a levé les yeux lorsque la cloche au-dessus de la porte a annoncé notre arrivée. Son expression est passée de la surprise à la confusion, puis à quelque chose qui ressemblait étrangement à de l'embarras. « Tante Sarah » a dit Héloïse en se levant pour embrasser la joue de sa tante. « Nous ne savions pas que tu venais. » Ses yeux se sont posés sur moi, se plissant légèrement. « Madame Dubois ? Quelle surprise !»« J'ai invité Hélène » a dit Sarah joyeusement, en tirant une chaise. « Toute mère devrait aider à choisir le gâteau de mariage de son fils. C'est la tradition. » En fait, nous avons déjà réduit notre choix au chocolat ganache ou au vanille bourbon, a dit Madame de la Roche, son sourire tendu. Nous ne faisons que confirmer aujourd'hui. Timing parfait, alors, a répondu Sarah, imperturbable. Hélène peut t'aider à trancher. Étienne a finalement retrouvé sa voix. Maman, tu n'avais pas besoin de venir de si loin, on s'en occupe. Je voulais être là, ai-je dit en le regardant dans les yeux. Ce n'est pas tous les jours que mon fils unique se marie. Une lueur de quelque chose, culpabilité, reconnaissance, a traversé son visage avant qu'il ne détourne le regard. La pâtissière a apporté 2 couverts supplémentaires, et pendant l'heure qui a suivi, j'ai assisté à la dégustation de gâteaux la plus inconfortable imaginable. Madame de la Roche parlait par-dessus moi. Héloïse reconnaissait à peine ma présence, et Étienne semblait pris entre 2 mondes, me lançant occasionnellement des regards d'excuses, mais ne prenant jamais vraiment ma défense pour que j'aie le droit d'être là. Seule Sarah me traitait normalement, me demandant mon avis, riant de mes petites blagues, créant un espace pour ma voix dans une pièce déterminée à l'étouffer. Quand est venu le moment de prendre la décision finale, Héloïse a regardé sa mère, qui a hoché la tête en direction de la ganache au chocolat. « C'est celui-là » a déclaré Héloïse. « En fait, » a dit Étienne, surprenant tout le monde. « Je crois que je préfère le vanille bourbon. Maman, qu'en penses-tu » Tous les yeux se sont tournés vers moi. C'était la première fois qu'il me demandait directement mon avis. J'ai pris une petite bouchée de chaque gâteau à nouveau, réfléchissant attentivement. Le chocolat est plus riche, plus spectaculaire. La vanille est subtile, avec des couches de saveurs qui se révèlent lentement. J'ai regardé mon fils. Comme les meilleures relations. Un moment de silence a suivi. « Vanille bourbon, alors ?» a dit Étienne fermement. Et pour la première fois de la journée, il m'a souri. Un vrai sourire, pas la politesse forcée qu'il avait maintenue. En quittant la pâtisserie, Étienne est resté en arrière pour marcher à côté de moi. « Merci d'être venue, maman, » a-t-il dit doucement. « Je suis désolée de ne pas avoir pensé à t'inviter moi-même. Ce n'était pas une excuse complète ni une reconnaissance du problème plus large. Mais c'était quelque chose, une fissure dans le mur qui s'était construit entre nous. « On se voit au rendez-vous pour les fleurs ?» a-t-il demandé. Une branche d'olivier timide. Avant que je puisse répondre, Héloïse l'a appelé vers leur voiture qui attendait, une BMW rutilante qui brillait sous le soleil de l'après-midi. « Étienne, on est en retard pour notre rendez-vous avec le groupe. » Il m'a fait un haussement d'épaule d'excuse et a trotté vers Héloïse, me laissant sur le trottoir avec Sarah. « Progrès !» a dit Sarah en les regardant s'éloigner. « Petit, mais un progrès quand même. »« Merci, » ai-je dit, « pour tout aujourd'hui. » Sarah a passé son bras sous le mien alors que nous marchions vers l'arrêt de bus. « Ce n'est que le début, Hélène.
Vous avez plus de pouvoir que vous ne le pensez. Il est temps que vous vous en souveniez. J'ai pensé à ces paroles ce soir-là en recousant un bouton lâche sur mon chemisier de travail. Plus de pouvoir que vous ne le pensez. Qu'est-ce que cela signifiait pour une femme d'âge moyen avec un emploi de débutante, un appartement en location et un fils qui semblait embarrassé par son existence? Puis mon regard est tombé sur un dossier rangé dans le tiroir de mon bureau, l'acte de propriété de la maison que j'avais hérité de tante Marie, la maison que je possédais toujours, mais que je louais depuis que je l'avais hypothéquée pour l'éducation d'Étienne. La maison qu'Étienne pensait être un jour son héritage. À côté, il y avait mon relevé de compte montrant les virements mensuels de 500 € sur le compte d'épargne d'Étienne. Des virements qu'il croyait provenir d'un héritage inexistant. Et dans ma boîte à bijoux, sous mes quelques pièces de fantaisie, se trouvait la seule chose de valeur que je possédais. Le bracelet en diamant de ma grand-mère, estimé il y a 10 ans à 18 000 €. J'avais failli le vendre d'innombrables fois pendant les années de vache maigre, mais je n'avais jamais pu m'y résoudre. Sarah avait raison. J'avais du pouvoir. Je n'étais juste pas habituée à l'utiliser. Le lendemain matin, je me suis réveillée plus tôt que d'habitude. Au lieu de ma tenue de travail habituelle, j'ai enfilé le seul tailleur de qualité que je possédais, acheté des années auparavant pour des entretiens d'embauche, et j'ai attaché le bracelet de ma grand-mère à mon poignet. Il semblait lourd, inhabituel après être resté si longtemps sans être porté. J'ai appelé le bureau pour me porter malade pour la première fois en 3 ans, et j'ai pris un bus pour le centre-ville jusqu'à la Banque nationale. Là, j'ai demandé à parler à un conseiller financier. J'aimerais discuter de la modification de certains paiements automatiques, ai-je dit à la jeune femme qui s'est présentée comme Michel, et j'ai quelques questions sur l'acte de propriété d'un bien que je possède. Quand j'ai quitté la banque 2 heures plus tard, j'avais pris des décisions qui allaient tout changer, bien qu'Étienne ne le saurait qu'après le mariage. Pour l'instant, je continuerai à jouer le rôle que tout le monde attendait, la mère reconnaissante et peu exigeante, qui accepterait les miettes d'attention qu'il daignerait lui jeter. Mais à l'intérieur, quelque chose avait changé. La femme qui acceptait les restes depuis des années se réveillait, se souvenant de sa valeur. J'ai assisté au rendez-vous pour les fleurs avec Sarah le lendemain et à la visite du lieu de réception après ça. Chaque fois, ma présence était tolérée plutôt qu'accueillie. Chaque fois, Étienne semblait tiraillé entre l'embarras et la culpabilité. Chaque fois, je souriais et offrais des opinions réfléchies quand on me le demandait. Mais je restais silencieuse le reste du temps. Je jouais un jeu à plus long terme maintenant. Le matin du mariage, je me suis tenue devant le miroir de ma salle de bain et je me suis à peine reconnue. La femme qui me regardait en retour avait l'air soignée, digne dans sa robe vert émeraude. Mes cheveux, coiffés par un professionnel, encadraient doucement mon visage, minimisant les cheveux gris que je ne pouvais habituellement pas me permettre de teindre. Le maquillage, sur lequel j'avais fait une folie, lissait les rides d'inquiétude gravées par des années de lutte. Un instant, je me suis laissé imaginer le visage d'Étienne en me voyant, peut-être une lueur de fierté, un moment où il me présenterait à sa nouvelle belle famille, sans ce subtil mouvement de recul auquel je m'étais habituée. J'ai attaché le bracelet de ma grand-mère à mon poignet, quelque chose d'ancien, quelque chose avec une histoire et une signification. Puis, j'ai pris mon petit sac à main perlé, vérifié une dernière fois que j'avais l'invitation et les indications, et j'ai quitté mon appartement pour assister au mariage de mon fils unique. Je n'avais aucune idée que dans quelques heures, je découvrirais qu'il y avait des limites à ce que même l'amour d'une mère pouvait endurer. Le domaine de Prestige s'étendait sur des terrains parfaitement entretenus qui descendaient en pente douce vers un petit lac. Des voitures de luxe bordaient l'allée circulaire. Des BMW, des Mercedes, quelques Tesla. Ma vieille Renault Clio de 15 ans, fraîchement lavée mais toujours manifestement ancienne,
semblait s'être égaré dans le mauvais quartier. J'ai tendu mes clés à un voiturier qui a à peine réussi à cacher sa grimace, puis j'ai lissé ma robe et monté les marches en pierre de l'entrée. À l'intérieur, le hall d'entrée brillait de marbre et de cristal. Les invités se mêlaient en petits groupes, leur rire résonnant sur les hauts plafonds. Les femmes portaient des robes de créateurs et des bijoux qui attrapèrent la lumière à chaque mouvement. Les hommes avaient cette confiance décontractée qui vient du fait de ne jamais avoir à vérifier son solde bancaire avant de faire un achat. J'ai repéré Étienne près du grand escalier, resplendissant dans son smoking noir, ses cheveux sombres parfaitement coiffés. Il riait de quelque chose que Thomas de la Roche disait, la tête renversée en arrière dans un amusement sincère. Héloïse se tenait à ses côtés dans une robe de mariée qui coûtait probablement plus que mon salaire annuel, radieuse et parfaite. Il ressemblait à une couverture de magazine. Je me suis dirigée vers eux, mes nouvelles chaussures claquant sur le sol en marbre. Alors que j'approchais, le regard d'Étienne a croisé le mien, et juste un instant, son sourire a vacillé. Non pas de reconnaissance ou de chaleur, mais de quelque chose qui ressemblait étrangement à de la résignation. « Maman » a-t-il dit, sa voix soigneusement neutre. « Tu as réussi à venir. »« Tu es si beau » ai-je dit, en tendant la main pour redresser son nœud papillon. Un geste que j'avais fait 1000 fois quand il était plus jeune. Mais maintenant, il a reculé légèrement, juste assez pour rompre le contact. « Merci. Tu es élégante. » La pause avant « élégante » a duré juste assez longtemps pour piquer. Thomas de la Roche, un homme distingué aux cheveux argentés et au bronzage de golfeur, a tendu la main. « Vous devez être la mère d'Étienne. Thomas de la Roche. »« Hélène Dubois, » ai-je répondu en lui serrant la main. « Félicitations pour ce merveilleux gendre. » « En effet. » Son sourire était poli mais distant. « Étienne nous dit que vous travaillez dans les assurances. » « C'est exact. Saisie de données, principalement. » J'avais appris à ne pas enjoliver ma modeste position. Mais aujourd'hui, je suis simplement la fière mère du marié. Thomas a hoché la tête et a immédiatement reporté son attention sur Étienne, se lançant dans une histoire sur le terrain de golf de sa maison de vacances sur la Côte d'Azur. Je suis restée là un instant de plus, de nouveau invisible, avant de m'éloigner tranquillement. En naviguant à travers la foule, cherchant ma place assignée pour la cérémonie, j'ai remarqué Sarah, qui me faisait signe de l'autre côté de la pièce. Elle était vêtue d'un ensemble bleu vibrant qui réussissait à être à la fois approprié pour son âge et à la pointe de la mode. « Hélène, ma chère, » a-t-elle dit, me faisant la bise. « Vous êtes absolument magnifique. Cette couleur vous va à ravir. »« Merci, » ai-je dit, sincèrement touchée par sa chaleur. « Vous êtes magnifique aussi. » Elle a baissé la voix d'un air conspirateur. Ces événements sont toujours les mêmes, la richesse étalée et les émotions sincères rares. Mais le bar ouvert aide. Elle m'a fait un clin d'œil, passant son bras sous le mien. « Venez, je vais vous montrer où nous sommes assises. » Et à ma grande surprise, Sarah m'a conduite à la section familiale, juste derrière l'endroit où les parents d'Héloïse s'assiéraient. « C'est la place légitime de la mère du marié, » a-t-elle dit fermement quand j'ai hésité. « Je crois qu'ils m'ont assigné une place ailleurs, » ai-je murmuré, me souvenant de la gestion minutieuse par Étienne de mon rôle dans sa vie. « Absolument pas, je m'en suis occupée. » Sarah a tapoté le siège à côté d'elle. Je leur ai dit que mon arthrite se réveille dans les coins froids. Personne ne remet en question les douleurs articulaires d'une vieille dame. Reconnaissante de son intervention, je me suis assise, lissant ma robe sur mes genoux. Les invités continuaient d'arriver, remplissant les rangées derrière nous d'une mer de marques de créateurs et de coiffures professionnelles. Je sentais des yeux sur moi de temps en temps, des regards curieux de la part des parents d'Héloïse
essayant de me situer dans leur hiérarchie sociale. Le quatuor à cordes a commencé à jouer, signalant que la cérémonie allait commencer. Étienne est apparu d'une porte latérale avec ses témoins, des amis de la fac en smoking assortis. Tous avec la même assurance qui venait de vies privilégiées. Il a pris sa place à l'autel, balayant brièvement la foule du regard. Quand ses yeux m'ont trouvé dans la section familiale, il a cligné des yeux de surprise, mais n'a pas eu le temps de réagir davantage, car la musique a changé et la procession nuptiale a commencé. La cérémonie était magnifique. Héloïse flottait le long de l'allée au bras de son père. Une vision en dentelle blanche et en soie. Les yeux d'Étienne ne l'ont pas quittée alors qu'elle approchait. Et quand ils ont échangé leurs vœux, il y avait un amour dans sa voix que je me rappelais de quand il était petit et qu'il me racontait sa journée à l'école. Mais ces moments semblaient appartenir au fils de quelqu'un d'autre, à la vie de quelqu'un d'autre. J'étais assise dans la section familiale derrière les parents éloignés d'Héloïse, regardant mon enfant promettre sa vie à une femme qui avait à peine reconnu mon existence. Personne n'avait demandé ma bénédiction. Personne ne m'avait incluse dans les moments traditionnels mère-fils que les mariages comportent habituellement. Après la cérémonie, alors que les invités se dirigeaient vers la salle de réception, je me suis attardée dans la chapelle, redressant ma robe et essayant de me préparer pour la suite. La réception serait plus difficile, plus de temps pour se sentir déplacé, plus d'opportunités pour de petites humiliations. Mais j'étais la mère d'Étienne. C'était le jour de son mariage. Je supporterais ce qui allait suivre, car c'est ce que font les mères. Je n'avais aucune idée que dans quelques heures, je découvrirais exactement ce que j'étais prête à endurer et ce que je n'étais pas. « Est-ce que ça va ?» Sarah est apparue à côté de moi, son expression inquiète. « Je prends juste un moment, » ai-je dit, forçant un sourire. Elle m'a étudiée attentivement. « Vous savez, nous pourrions partir. Aller prendre un vrai verre quelque part et trinquer aux jeunes mariés de loin. » L'offre était tentante. Si tentante que j'ai dû serrer les poings pour y résister. « Je ne peux pas, » ai-je finalement dit. « C'est mon fils. » Sarah a hoché la tête, ses yeux pleins de compréhension. « Alors, redressez ce joli bracelet. Tenez la tête haute et souvenez-vous que vous avez gagné votre place ici plus que la plupart de ces gens. » J'ai touché le bracelet de ma grand-mère, puisant de la force dans sa connexion à mon passé. Puis j'ai suivi Sarah dans la salle de réception, prête à affronter ce qui allait suivre avec autant de dignité que possible. Ce à quoi je n'étais pas préparée, c'était à quel point cette dignité serait mise à l'épreuve. La salle de réception était une vision d'élégance sobre. Des nappes blanches, de la verrerie en cristal et des centres de table qui semblaient avoir été arrangés par des fleuristes qui facturaient plus de l'heure que ce que je gagnais en une journée. Des tables rondes pour 8 personnes parsemèrent la pièce. Chacune un écosystème soigneusement étudié de hiérarchie sociale. J'ai trouvé mon carton nominatif à la table 7, niché dans le coin arrière près des portes de la cuisine. Sarah a froncé les sourcils en le voyant. « Ça ne va pas du tout, » a-t-elle murmuré, balayant la pièce du regard. « Venez avec moi. » Et avant que je puisse protester, elle avait saisi mon carton et marchait d'un pas décidé vers l'avant de la salle. Je me suis dépêchée de la suivre, très consciente des regards curieux des autres invités. « Sarah, s'il vous plaît, » ai-je chuchoté. « Je ne veux pas faire de scène. »« Ce ne sera pas vous, » a-t-elle répondu fermement. « Ce sera moi. » Elle s'est arrêtée à la table 3, qui, je pouvais le voir, était peuplée de cartons nominatifs pour les parents d'Héloïse. Avec des doigts agiles, elle a réarrangé plusieurs cartons, plaçant le mien entre le sien et celui d'un gentleman âgé. « Voilà, » a-t-elle dit avec satisfaction. « Oncle Georges est presque sourd, et je ne supporte pas les commérages de Sandra. »
Vous me rendrez service en vous asseyant ici. J'ai jeté un regard nerveux vers la table d'honneur, où l'organisatrice du mariage dirigeait le personnel de restauration. Personne ne remarquera? Ma chère, la beauté de ces événements est que tout le monde est trop préoccupé par les apparences pour remettre quoi que ce soit en question directement. Sarah m'a tapoté le bras. Faites-moi confiance. Et oncle George s'est avéré être un professeur d'histoire à la retraite, avec un esprit vif qui, malgré l'évaluation de Sarah, entendait parfaitement bien quand la conversation l'intéressait. Il a posé des questions réfléchies sur mon travail et l'enfance d'Étienne, montrant plus d'intérêt en 5 minutes que les de la Roche en 3 ans. Alors que la salle se remplissait, j'observais la chorégraphie soignée de la richesse et des relations qui se déroulaient autour de moi. À la table 1, juste en face de la table d'honneur, où Étienne et Héloïse s'assiéraient, se trouvaient les de la Roche et leurs amis de la famille les plus proches. La table 2 accueillait les amis de fac d'Étienne et leurs partenaires, tous ayant l'air prospères et à l'aise dans cet environnement. J'ai aperçu Étienne entrant dans la salle de réception, Héloïse à son bras. Ils se sont arrêtés à l'entrée pour des photos, rayonnants et parfaitement assortis. Quand ils ont commencé à faire le tour des tables, j'ai regardé mon fils travailler la salle comme un politicien, serrant des mains, partageant des rires, jouant le marié parfait. Mais au fil des minutes, j'ai remarqué quelque chose qui m'a serré la poitrine. Il a visité chaque table, sauf la nôtre. Je me suis dit qu'il gardait le meilleur pour la fin. Je me suis dit qu'il était occupé. Je me suis dit n'importe quoi qui empêcherait le sentiment de vide grandissant dans mon estomac de s'étendre. « N'ayez pas l'air si inquiète », a dit Sarah, suivant mon regard. « Il finira par venir. »« Bien sûr qu'il viendra », ai-je répondu avec plus de confiance que je n'en ressentais. « Il est juste occupé. » Le cocktail s'est éternisé et le sentiment de vide a grandi. Quand le dîner a finalement été servi, les serveurs se sont déplacés avec une efficacité rodée, livrant les assiettes à la table d'honneur d'abord, puis progressant à travers la hiérarchie. Les tables 1 à 6 ont reçu leur repas. Un saumon magnifiquement présenté avec des asperges et des pommes de terre rôties, la nourriture encore fumante. Au moment où ils sont arrivés à notre table, il était clair que la cuisine était en retard. Oncle George a reçu son assiette le premier, puis Sarah, puis 2 des cousines d'Héloïse, puis il n'en avait plus. « Je suis vraiment désolé, » a dit le serveur, l'air sincèrement embarrassé. « Il y a eu un malentendu en cuisine. Vos plats arriveront dans quelques minutes. » 20 minutes ont passé, puis 30. Autour de nous, les autres invités avaient fini de manger et étaient passés au toast et au discours. J'étais assise avec mon couvert vide, mon estomac gargouillant doucement, regardant mon fils rire aux blagues de son nouveau beau-père. Finalement, un autre serveur est apparu avec une assiette. Le saumon était froid, les asperges molles, les pommes de terre figées avec une peau de graisse refroidie. Ça ressemblait au genre de repas qu'on trouverait sous une lampe chauffante dans un buffet bon marché. Des restes de cuisine. « Des restes ?» a murmuré Sarah avec sympathie. « C'est inexcusable. » Mais j'ai souri et pris ma fourchette. « Ce n'est rien, » ai-je dit. « Je suis juste heureuse d'être là. » La vérité était que j'étais habituée au reste, habituée à être la dernière, habituée à me contenter de ce qui restait après que tout le monde ait pris sa part. Ce n'était qu'une autre variation sur un thème familier. J'étais à mi-chemin de mon saumon froid quand je l'ai entendu, la voix d'Étienne portant à travers la salle, alors qu'il se levait pour son discours de remerciement. Mais avant de s'adresser à la foule, il parlait à Héloïse, sa voix juste assez forte pour que les tables voisines entendent. « Tu as vu qu'ils ont enfin apporté son plat à ma mère ?» Il a fait un geste vers ma table avec un sourire qui semblait cruel sous l'éclairage doux. « Elle a l'habitude de manger les restes de la vie, alors ça ne la dérangera pas. » Héloïse a ri,
un son tintant comme du verre brisé. Plusieurs personnes à la table d'honneur se sont jointes à elle, suivant son exemple. Le son s'est propagé alors que les amis de fac d'Étienne ont compris la blague, leurs femmes se couvrant la bouche pour cacher leur ricanement. J'ai posé ma fourchette délicatement, mes mains stables malgré le tremblement de terre qui se produisait dans ma poitrine. Sarah avait l'air horrifiée. « Est-ce qu'il vient de… »« Ce n'est rien », ai-je répété, mais le mot avait un goût de cendre dans ma bouche. Étienne a continué son discours, remerciant les de la Roche de l'avoir accueilli dans leur famille, remerciant ses amis pour leur soutien, remerciant Héloïse de faire de lui l'homme le plus chanceux du monde. Il a remercié les traiteurs, les musiciens, même les fleuristes. Il ne m'a jamais mentionné. Quand il a terminé, les applaudissements ont été tonitruants. Les verres ont tinté. Les gens essuyaient des larmes de leurs yeux, et Étienne s'est penché pour embrasser sa mariée, comme s'il venait de livrer le discours le plus sincère jamais prononcé. J'étais assise dans mon coin, entourée de nourriture froide et du souvenir écho de la moquerie de mon fils à mes dépens, et j'ai senti quelque chose en moi se briser net en deux. Pas éclater. Cela aurait été plus désordonné, plus dramatique. C'était précis, chirurgical. La rupture finale de tout lien que j'avais désespérément essayé de maintenir. Sarah a posé sa main sur la mienne. Hélène. J'ai retiré doucement ma main. Je crois que j'ai besoin d'air. Je me suis levée de table, me dirigeant vers les portes de la terrasse à l'autre bout de la salle. Personne n'a remarqué mon départ. Ni Étienne, ni Héloïse, ni aucun des invités qui avaient passé la soirée à prétendre que je n'existais pas. Dehors, l'air de la nuit était frais contre ma peau rougie. La terrasse surplombait le terrain de golf, bleu argenté au clair de lune. Je me suis agrippée à la balustrade en pierre, laissant la texture rugueuse m'ancrer alors que je luttais pour calmer ma respiration. J'ai senti plutôt qu'entendu quelqu'un me rejoindre sur la terrasse. M'attendant à Sarah, je me suis retournée pour trouver oncle Georges, son visage aimable empreint d'inquiétude dans la pénombre. « Je ne suis pas très friand de discours moi-même », a-t-il dit d'un ton conversationnel, comme si nous discutions de la météo. « Trop de prétentions, pas assez de substance. » J'ai tenté un sourire. « Ils ont semblé apprécier. » Il s'est appuyé contre la balustrade à côté de moi. « Vous savez, je connais les Delaroche depuis 40 ans. Thomas et moi étions à HEC ensemble. » Je ne savais pas comment répondre à cette confidence inattendue. « Je ne les ai jamais beaucoup appréciés, » a-t-il continué. « Trop préoccupés par les apparences, pas de vrai caractère. » Il m'a jeté un coup d'œil. « Votre fils semble avoir du potentiel, cependant, sous tout ça. » Il a fait un geste de la main pour englober la réception. « Il en avait, » ai-je dit doucement. Oncle Georges a hoché la tête sagement. « L'argent change les gens. Ou plutôt, il les révèle. » Il a redressé son nœud papillon. « La question est, qu'allez-vous faire à ce sujet ? » « Faire » ai-je répété. « Oui, faire. » Après ce que je viens de voir là-dedans, vous n'allez sûrement pas simplement continuer comme avant. Sa franchise m'a surprise. Je ne sais pas. Eh bien, réfléchissez-y, a-t-il dit en me tapotant maladroitement l'épaule. Une belle vie ne dépend pas de ce qui vous arrive. Elle dépend de la façon dont vous y répondez. Avec cette étrange parcelle de sagesse, il est retourné à l'intérieur, me laissant seule avec le clair de lune et mes pensées. Qu'allais-je faire ? La question résonnait dans mon esprit alors que je regardais les terrains parfaits. La nuit parfaite, le mariage parfait qui avait rendu abondamment clair que j'étais une imperfection à tolérer, pas à célébrer. La danse a commencé après le dîner. Étienne et Héloïse ont glissé sur la piste pour leur première danse, ressemblant à une scène de conte de fées. Puis sont venues les danses des parents.
Thomas Delaroche faisant tourner Héloïse avec une grâce exercée. La mère d'Héloïse se balançant sentimentalement avec Étienne. J'ai attendu qu'Étienne me trouve pour notre danse. J'avais imaginé ce moment pendant des mois. J'avais même pratiqué quelques pas dans mon salon sur de la vieille musique jouée par mon téléphone. Mais alors que la soirée avançait et que d'autres membres de la famille se joignaient à la danse, il est devenu évident qu'aucune invitation ne viendrait. Étienne était trop occupé, trop important, trop pris dans sa nouvelle vie pour se souvenir de la femme qu'il avait élevée seule après le départ de son père quand il avait 7 ans. La femme qui avait fait des doubles services pour payer son équipement de football, qui l'avait aidé avec ses devoirs de maths à la table de la cuisine tous les soirs, qui l'avait conduit à l'université dans sa voiture, en piteux état, et avait pleuré sur le parking, après lui avoir dit au revoir. Sarah a touché doucement mon bras. « Ça va, ma chère ?» J'ai regardé autour de la salle, les rires et la célébration, mon fils tournoyant sur la piste de danse avec sa belle femme, la vie qu'il avait construite et qui n'avait pas de place pour moi. Pour la première fois de la soirée, j'ai eu une vision parfaitement claire de ce qui se passait. Parfaitement bien, ai-je dit, et je le pensais. Je me suis levée, lissant ma robe émeraude une dernière fois. Je suis allée au vestiaire, j'ai récupéré mon sac à main et je me suis dirigée vers la sortie. Personne n'a remarqué mon départ. Ni Étienne, ni Héloïse, ni aucun des invités qui avaient né à passer la soirée à prétendre que je n'existais pas. Mais en arrivant dans le hall, j'ai entendu des pas derrière moi. Madame Dubois, c'était Sarah, légèrement essoufflée. Vous partez ? Oui. Sans dire au revoir ? Je me suis retournée pour regarder à travers l'embrasure de la porte la réception qui battait son plein. Étienne était maintenant au bar, entouré de ses amis, sa cravate desserrée et son visage rougi par le champagne et le bonheur. Il avait l'air jeune et insouciant, complètement libéré des pensées de sa mère. Il ne le remarquera pas, ai-je dit simplement. Le visage de Sarah s'est contracté de sympathie. Je suis tellement désolée. La façon dont il a parlé de vous, ce n'était pas juste. Non, ai-je convenu. Ce n'était pas juste. Mais en marchant vers ma voiture, sous la douce lueur de l'éclairage paysager du domaine, je ne pensais pas aux excuses ou à la sympathie. Je pensais à l'email que j'écrirais en rentrant chez moi. Celui qui arriverait dans la boîte de réception d'Étienne demain matin, alors qu'il se remettrait encore de sa gueule de bois de mariage. Celui qui allait tout changer. Je suis rentrée chez moi dans un silence complet. Pas de radio, pas de pensée. Juste le rythme régulier de mon cœur et les lignes blanches disparaissant sous mes phares. La femme qui était entrée dans ce domaine 6 heures plus tôt, pleine d'espoir, nerveuse, croyant encore en la possibilité d'une réconciliation, était partie. À sa place se trouvait quelqu'un que je commençais à peine à connaître. Mon appartement m'a semblé différent quand je suis entrée. Plus petit, mais aussi plus net, en quelque sorte, dépouillé de ses illusions. J'ai accroché ma robe émeraude dans le placard à côté de mes vêtements de travail et je me suis changée en jean et t-shirt. Puis, je me suis assise à ma table de cuisine avec mon ordinateur portable et j'ai commencé à composer l'email le plus important de ma vie. Je ne l'ai pas écrit avec colère. La colère aurait été désordonnée, émotionnelle, facile à écarter. Au lieu de cela, je l'ai écrit avec la précision de quelqu'un qui avait enfin cessé de prétendre que l'amour pouvait exister sans respect. Étienne, je t'écris ceci alors que le jour de ton mariage est encore frais dans ma mémoire. Bien que je soupçonne que les détails qui comptent pour moi sont différents de ceux dont tu te souviendras. Je veux te remercier pour la clarté que tu m'as offerte ce soir. Ton commentaire sur le fait que j'ai l'habitude de manger les restes de la vie a été éclairant. Non pas parce qu'il était cruel, bien qu'il le fût, mais parce qu'il était honnête.
Pour la première fois depuis des années, tu m'as dit exactement ce que tu penses de moi. Tu as raison. J'ai passé la majeure partie de ma vie d'adulte à accepter les restes. Les restes de ton temps. Après que tu aies donné tes meilleures heures à tes amis et tes petites amies. Les restes de ton attention. Après que toutes les personnes plus importantes aient été prises en charge. Les restes de ta considération, après que les besoins de tous les autres aient été satisfaits. J'ai accepté cela parce que je croyais que c'était à ça que ressemblait l'amour. Qu'être ta mère signifiait être reconnaissante pour les miettes d'affection que tu choisissais de me jeter. Mais ce soir, en te regardant rire alors que j'étais assise avec mon dîner froid, j'ai réalisé quelque chose d'important. C'est moi qui t'ai appris à me traiter comme un reste. Chaque fois que j'ai accepté moins que la décence humaine de base, je te montrais que je croyais mériter moins que la décence humaine de base. Je ne ferai plus cette erreur. À compter de ce jour, je retire tout le soutien financier que je te fournissais. Cela inclut 1. Les dépôts mensuels de 500 € que je faisais sur ton compte d'épargne depuis que tu as eu ton diplôme. Tu pensais que cela venait d'un placement familial, mais il n'y a pas de placement. C'était moi, faisant des heures supplémentaires et sautant des repas pour que tu puisses te constituer un pécule. 2. L'assurance vie qui te nomme comme bénéficiaire. La police que j'ai maintenue pendant 12 ans, payant des primes qui signifiaient souvent que je devais choisir entre les courses et l'essence. 3. La carte de crédit que j'avais ouverte pour tes urgences, celle que tu as utilisée 17 fois au cours des 2 dernières années pour tout, des réparations de voitures aux acomptes de vacances. Toujours avec des promesses de me rembourser qui ne se sont jamais matérialisées. Plus important encore, je vends la maison. Oui, Étienne, je suis propriétaire de la maison où tu as grandi, la maison que tu supposes t'appartenir un jour. Je ne te l'ai jamais dit, parce que je voulais que tu réussisses par tes propres mérites, pas parce que tu attendais un héritage. La maison vaut environ 340 000 € sur le marché actuel. Je prévois de la vendre dans les 6 prochains mois. J'utiliserai cet argent pour voyager, pour vivre, pour enfin expérimenter certaines des choses que j'ai reportées pendant que j'étais occupée à être invisible dans ta vie. Tu m'as demandé un jour pourquoi je ne me suis jamais remariée après le départ de ton père. La vérité est que j'étais si occupée à être ta mère que j'ai oublié d'être autre chose. J'ai tout mis dans ton éducation, croyant qu'un jour tu verrais tous les sacrifices comme des actes d'amour plutôt que comme des signes de faiblesse. Je me suis trompée sur beaucoup de choses, mais je me suis particulièrement trompée sur ce point. Je pensais que si je t'aimais assez, tu finirais par m'aimer en retour, non pas comme la femme qui nettoyait tes dégâts et finançait tes erreurs, mais comme une personne digne d'un respect élémentaire. Ce soir, tu as clairement montré que cela n'arrivera jamais. Je ne suis pas en colère, Étienne. La colère impliquerait que j'attendais mieux. Au lieu de cela, je suis reconnaissante. Tu m'as libérée du travail épuisant d'essayer de gagner l'amour de quelqu'un incapable de le donner. Ne confonds pas cela avec une menace ou une tentative de manipulation. Je ne cherche pas d'excuses ni à te punir pour t'amener à un meilleur comportement. Je t'informe simplement que la banque de maman est définitivement fermée. J'espère que ton mariage t'apportera le bonheur. J'espère qu'Héloïse te donnera tout ce dont tu as besoin. Et j'espère qu'un jour, quand tu auras tes propres enfants, tu comprendras la différence entre aimer quelqu'un et le respecter. Tu seras toujours mon fils, mais je ne serai plus ton filet de sécurité. Hélène. J'ai relu l'email 3 fois avant de l'envoyer. Chaque mot mesuré, délibéré, vrai. Il n'y avait aucune supplication, aucune marge de négociation, aucun message caché le suppliant de me prouver le contraire. À 3h47 du matin, j'ai cliqué sur « Envoyer ». Puis, je me suis versé un verre de vin, la bouteille chère que j'avais gardée pour une occasion spéciale qui n'est jamais venue,
et j'ai commencé à planifier ma nouvelle vie. Le dimanche après-midi, j'avais contacté un agent immobilier. Le lundi, j'avais trouvé un conseiller financier. Le mardi, j'avais commencé à chercher des appartements meublés pour des séjours prolongés dans des villes que je n'avais jamais visitées. Le mercredi, j'avais posé des jours de congé pour la première fois en 3 ans. La réponse d'Étienne est arrivée jeudi matin, exactement comme je l'avais prédit. « Maman, c'est quoi ce putain de mail? Tu fais une sorte de dépression? Je pense que tu as mal interprété ce qui s'est passé au mariage. C'était juste une blague. Tout le monde riait, pas seulement de toi. Tu es beaucoup trop sensible à ce sujet. On peut parler comme des adultes? Je sais que tu es contrarié, mais vendre la maison, c'est de la folie. C'est de mon héritage que tu parles. Papa se retournerait dans sa tombe s'il savait que tu menaces de jeter mon avenir par la fenêtre comme ça. Héloïse pense que tu fais peut-être une sorte de crise de la quarantaine. Elle connaît un thérapeute spécialisé dans les femmes de ton âge qui lutte avec le syndrome du nid vide. Je peux prendre un rendez-vous si tu veux. Calmons-nous et parlons-en. Je passerai dimanche et on arrangera ça. Étienne. J'ai supprimé l'email sans répondre. Le samedi a apporté un autre message. Celui-ci plus court et plus exigeant. Maman, ça fait 2 jours que j'essaie de t'appeler. Décroche ton téléphone. On doit discuter de cette histoire de maison avant que tu ne fasses quelque chose de stupide. J'ai parlé à un avocat et tu ne peux pas simplement me déshériter comme ça. Rappelle-moi. J'avais changé de numéro de téléphone le vendredi. L'email du dimanche était différent de ton. Hélène, je suis désolée pour ce que j'ai dit au mariage. J'étais ivre et je ne réfléchissais pas. Tu sais que je t'aime et je ne voulais pas te blesser, mais tout ça devient incontrôlable. Les parents d'Héloïse posent des questions sur pourquoi ma mère agit de façon étrange et c'est embarrassant pour nous deux. Écoute, je te rembourserai l'argent que tu penses que je te dois. On peut établir un plan de paiement, mais tu ne peux pas vendre la maison. J'ai des amis qui seraient intéressés pour te l'acheter à un prix juste si tu as vraiment besoin d'argent maintenant. Rencontrons-nous et parlons-en face à face. Je t'emmènerai dîner dans un bon restaurant et on pourra régler tout ça. Étienne. J'ai transféré cet email à mon agent immobilier avec une note. Veuillez accélérer le processus de mise en vente. La maison a été mise sur le marché le mardi matin. Elle a eu 3 visites le jeudi et 2 offres avant le week-end. J'ai accepté l'offre la plus élevée, 15 000 € au-dessus du prix demandé. Paiement comptant, signature dans 30 jours. Le dernier email d'Étienne est arrivé ce dimanche-là. Tu as gagné. Je ne sais pas à quel jeu tu joues, mais félicitations. Tu as réussi à détruire notre relation et à m'humilier devant ma nouvelle famille. J'espère que le message que tu crois faire passer vaut la peine de perdre ton fils. Ne me contacte plus. J'en ai fini d'essayer de réparer ce qui est cassé en toi. J'ai imprimé cet email et je l'ai mis dans un dossier intitulé « Preuve », non pas à des fins légales, mais comme un rappel de qui était vraiment mon fils quand il pensait que je pourrais cesser de financer son style de vie. La signature de la vente de la maison était prévue pour le 20 juillet. J'avais déjà versé des acomptes pour un appartement meublé à Aix-en-Provence et réservé un séjour d'1 mois dans une chambre d'hôte dans la vallée de la Loire pour l'automne. Pour la première fois en 30 ans, je faisais des plans qui n'avaient rien à voir avec les besoins d'Étienne, l'emploi du temps d'Étienne ou l'approbation d'Étienne. La femme qui l'avait élevé était partie. À sa place se trouvait quelqu'un qui était enfin prêt à vivre pour elle-même. La maison a été vendue un mardi. J'ai signé les papiers dans une salle de conférence qui sentait le cuir et l'eau de Cologne coûteuse, entourée d'étrangers qui traitaient cette transaction comme n'importe quelle autre affaire commerciale, ce qui, je suppose, était le cas. Le chèque était suffisamment conséquent pour que la banquière hausse légèrement les sourcils en traitant le dépôt. 355 000 € après les frais et commissions. Plus d'argent que je n'en avais jamais eu en une seule fois, plus d'argent qu'Étienne n'avait jamais imaginé que je possédais.
Je suis passé devant la maison une dernière fois après la signature. Les nouveaux propriétaires avaient déjà emménagé. Un jeune couple avec un bambin qui faisait du tricycle en plastique dans l'allée où Étienne s'entraînait autrefois au tir de basket. Ils avaient l'air heureux, inconscients des décennies de sacrifices et de déceptions qui s'étaient jouées entre ces murs. Je n'ai rien ressenti en la regardant. Aucune nostalgie, aucun regret. Ce n'était plus qu'un bâtiment, abritant les rêves de quelqu'un d'autre. Mon téléphone, le nouveau numéro qu'Étienne n'avait pas, était resté merveilleusement silencieux pendant 3 semaines. Mais ce soir-là, alors que je finissais de faire mes cartons pour le déménagement à Aix-en-Provence, quelqu'un a frappé à la porte de mon appartement. À travers le Judas, j'ai vu Héloïse dans le couloir, l'air parfaitement composé dans ses vêtements de marque et son maquillage discret. Elle était seule. J'ai ouvert la porte, mais je ne l'ai pas invitée à entrer. « Hélène !» Sa voix était soigneusement modulée, le ton qu'elle utilisait probablement avec des clients difficiles dans l'agence de communication où elle travaillait. « Puis-je entrer ? Je pense que nous devons parler. » Je ne pense pas que ce soit nécessaire. « S'il vous plaît » a-t-elle fait un geste vague dans l'espace entre nous. Toute cette situation est devenue incontrôlable. Je me suis écartée et l'ai laissée entrer, plus par curiosité que par courtoisie. Elle a examiné mes cartons à moitié faits et mes murs nus avec la même évaluation polie qu'elle avait utilisée pour juger ma robe au mariage. « Un café ?» ai-je offert, bien que j'espérais qu'elle refuse. Ce serait adorable. J'ai préparé 2 tasses de café instantané, c'était tout ce qu'il me restait, les servant dans des tasses dépareillées. Héloïse a accepté la sienne avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Je veux que vous sachiez que je n'avais aucune idée qu'Étienne dépendait financièrement de vous à ce point, » a-t-elle dit en sirotant son café délicatement. Il n'a jamais mentionné les dépôts mensuels ou l'arrangement de la carte de crédit. J'en suis sûre. Quand je l'ai épousé, je supposais que son compte d'épargne représentait sa propre discipline financière. Si j'avais su... Elle s'est interrompue, me laissant combler les blancs sur ce qu'une femme responsable comme elle aurait fait. Est-ce que cela aurait changé quelque chose, Héloïse ? Son sang-froid a légèrement vacillé. Bien sûr que cela aurait changé quelque chose. Je ne crois pas que les adultes devraient dépendre indéfiniment de leurs parents. Mais maintenant que nous sommes au courant de ces arrangements, nous pouvons trouver une solution. Le salaire d'Étienne est assez bon, et avec mes revenus, nous pouvons certainement gérer un plan de remboursement raisonnable. Il n'y a rien à rembourser, ai-je dit. Je faisais des cadeaux à mon fils, des cadeaux que je ne suis plus en mesure de faire. Hélène. Héloïse s'est penchée en avant, sa voix prenant un ton plus urgent. J'ai besoin que vous compreniez quelque chose. La réputation d'Étienne dans son entreprise en souffre. Quand il n'a pas pu payer sa mensualité de voiture le mois dernier à cause de ce malentendu, il a dû emprunter de l'argent à son patron. Ce n'est pas le genre de chose qui fait bonne impression au moment des promotions. J'ai attendu qu'elle continue, mon visage neutre. La situation de la carte de crédit a été particulièrement problématique. Il avait plusieurs paiements automatiques configurés, son abonnement à la salle de sport, ses cours de développement professionnel. Même notre lune de miel a été partiellement débitée sur cette carte. Quand ces paiements ont commencé à être rejetés, cela a créé des complications. Je peux imaginer. Nous avons dû quitter notre loft. Le loyer était... Elle a fait un geste impuissant. Nous restons temporairement chez mes parents pendant que nous réglons notre situation de logement. C'était une nouvelle information. Étienne et Héloïse, le couple en or, vivant dans la chambre d'amis de ses beaux-parents parce que la banque de maman avait définitivement fermé. « Je suis désolée d'entendre ça, » ai-je dit. « L'êtes-vous vraiment ?» Pour la première fois, le masque d'Héloïse est tombé complètement.
Parce que honnêtement, Hélène, je ne pense pas que vous le soyez. Je pense que vous appréciez la situation. J'ai réfléchi attentivement à ces mots. Est-ce que j'appréciais la situation? Les difficultés financières d'Étienne, sa réputation endommagée, sa fierté blessée? Je n'apprécie pas ces difficultés, ai-je finalement dit. Mais je n'en suis pas responsable non plus. Étienne a 28 ans. S'il ne peut pas gérer ses finances sans les subventions secrètes de sa mère, c'est un problème qu'il a créé. Alors, c'est une sorte de leçon? De l'amour vache? C'est moi qui me retire et le laisse faire face aux conséquences naturelles de ses choix. Et la maison? Ce n'est pas une conséquence naturelle, c'est de la vengeance. J'ai regardé cette femme parfaitement soignée, qui avait épousé mon fils par amour, mais était restée mariée avec lui parce qu'elle pensait qu'il venait avec une sécurité financière qu'elle n'avait pas eu à se procurer elle-même. La maison était à moi, je pouvais la vendre. Je l'ai gagnée, je l'ai payée, je l'ai entretenue. Étienne supposait qu'elle serait un jour sienne. Mais les suppositions ne sont pas des documents légaux. Mais sûrement. Je me suis levée, signalant que cette conversation était terminée. Étienne a clairement exprimé sa position à votre mariage, ai-je dit. J'ai l'habitude de manger les restes de la vie. Eh bien, j'ai décidé que je n'ai plus faim de reste. Elle m'a fixé un long moment, et je pouvais la voir recalibrer, essayant de trouver un angle qui pourrait fonctionner là où l'appel direct avait échoué. Et si Étienne s'excusait? Vraiment s'excusait? Est-ce que ça ferait une différence? Non. Et si nous vous invitions à dîner? Si nous nous assurions que vous vous sentiez incluse dans nos vies à l'avenir? Non. Alors, que voulez-vous? La question est sortie presque comme un cri, son sang-froid se fissurant enfin complètement. Que faudrait-il pour que vous arrêtiez de le punir? Je ne le punis pas, Héloïse. Je ne le sauve plus, c'est tout. Il y a une différence. Elle a rassemblé son sac à main et s'est levée, ses mouvements vifs de frustration. Vous savez ce que je pense? Je pense que vous êtes amère, parce que votre vie ne s'est pas déroulée comme vous le vouliez. Et maintenant, vous vous en prenez à Étienne, parce qu'il réussit et est heureux. Je l'ai raccompagné à la porte, impassible face à son analyse. Le succès d'Étienne était construit sur une fondation que j'avais fournie à son insu. Son bonheur était subventionné par ma pauvreté. Maintenant, nous allions voir ce qu'il pouvait construire par lui-même. Après son départ, j'ai fini de faire mes cartons en paix. Le lendemain matin, j'ai chargé ma voiture avec tout ce qui comptait pour moi. 2 valises, une caisse de livres et mon ordinateur portable, et j'ai conduit vers le sud, vers une vie que je n'avais jamais imaginée possible. À Aix-en-Provence, j'ai loué un petit appartement à 4 rues du cours Mirabeau. Le loyer était raisonnable, le quartier était piéton, et pour la première fois depuis des décennies, je pouvais me le permettre sans sacrifier d'autres nécessités. J'ai trouvé un emploi à temps partiel dans une librairie locale. Rien de glamour, mais assez pour compléter mes économies pendant que je réfléchissais à la suite. La propriétaire, une femme nommée Rita, qui avait à peu près mon âge, m'a offert le poste le jour même où j'ai postulé. Vous semblez être quelqu'un qui comprend que les livres sont plus que de simples marchandises, a-t-elle dit après notre bref entretien. Pendant 3 mois, j'ai vécu tranquillement, anonymement, paisiblement. J'ai lu des livres pour lesquels je n'avais jamais eu le temps, fait de longues promenades le long des ruelles anciennes, appris à cuisiner des repas pour une personne sans m'apitoyer sur mon sort. Je n'ai eu aucune nouvelle d'Étienne, ce qui était exactement ce à quoi je m'attendais. Mais un jeudi après-midi d'octobre, Rita m'a tendu un message téléphonique. « Quelqu'un a appelé pour vous », a-t-elle dit. « Il a dit que c'était votre fils. » Il avait l'air... Elle a fait une pause, cherchant le mot juste. Désespéré.
J'ai fixé le message téléphonique pendant un long moment. Étienne m'avait en quelque sorte retrouvé. Avait trouvé la librairie, avait convaincu Rita de prendre un message. Le fait qu'il se soit donné tant de mal m'a tout dit sur son état de désespoir actuel. A-t-il dit ce qu'il voulait ? Ai-je demandé. Juste que c'était urgent et qu'il avait besoin de vous parler. Il a laissé un numéro. Elle a étudié mon visage attentivement. Vous n'avez pas l'air heureuse d'avoir de ces nouvelles ? Non. La famille, c'est compliqué, a-t-elle dit avec la sagesse de quelqu'un qui a vécu assez longtemps pour comprendre que le sang ne crée pas automatiquement des liens qui valent la peine d'être maintenus. J'ai plié le message et l'ai mis dans ma poche. 3 heures plus tard, alors que je rangeais des retours dans la section poésie, je l'ai jeté. Mais Étienne n'était pas du genre à abandonner facilement quand il avait besoin de quelque chose. 2 jours plus tard, il est apparu à la librairie en personne. J'aidais une cliente à trouver une biographie quand j'ai levé les yeux et je l'ai vu près de la porte d'entrée, scrutant le magasin. Il avait l'air terrible, plus mince que dans mon souvenir, ses vêtements froissés, sa posture habituellement confiante, remplacée par quelque chose qui ressemblait à de la panique. J'ai terminé avec ma cliente et je me suis approchée de lui, mon expression neutre. Étienne. Maman. Sa voix s'est légèrement brisée sur le mot. Dieu merci. Ça fait des semaines que j'essaie de te trouver. J'ai entendu. Que veux-tu ? Il a jeté un coup d'œil autour du magasin, remarquant mon badge, mes chaussures confortables, la vie que j'avais construite sans lui. On peut parler quelque part en privé ? On peut parler ici. S'il te plaît, c'est important. Il y a un café juste à côté. J'attendrai. J'ai regardé cet homme qui avait été mon petit garçon, qui se glissait dans mon lit pendant les orages et me disait que j'étais la meilleure maman du monde. Cet enfant était parti, remplacé par quelqu'un qui ne se souvenait de mon existence que lorsqu'il avait besoin de quelque chose. Je finis à 18 heures. Le café ferme à 19 heures. Tu as 1 heure. Le soulagement a inondé son visage. Merci. J'attendrai. À 18h01, je l'ai trouvé à une table dans un coin. 2 tasses déjà commandées. Il m'avait pris un café au lait avec un supplément de mousse, comme j'avais l'habitude de les boire quand il était au lycée et que nous allions occasionnellement au centre commercial ensemble. Le geste était calculé pour me rappeler des temps meilleurs. Je me suis assise sans toucher au café. « Tu as l'air bien », a-t-il dit. « Reposé. »« Que veux-tu, Étienne ?» Il a pris une profonde inspiration, se ressaisissant. Quand il a parlé, sa voix avait la qualité répétée de quelqu'un qui avait pratiqué cette conversation plusieurs fois. Je veux m'excuser pour tout. Le mariage, la façon dont je t'ai parlé, la façon dont je t'ai prise pour acquise toutes ces années. J'ai eu tort et je suis désolée. J'ai attendu la suite. Je sais que je t'ai blessée et je sais que dire pardon ne répare pas tout ce qui s'est passé. Mais j'espère qu'on peut recommencer à zéro, construire une meilleure relation à l'avenir. Vraiment ? Oui, j'ai beaucoup appris sur moi-même ces derniers mois, sur ce qui compte vraiment. Et ce qui compte, c'est la famille. Le timing de cette révélation est intéressant. Son expression soigneusement composée a vacillé. Qu'est-ce que tu veux dire ? Je veux dire, il est curieux que tu aies découvert l'importance de la famille juste au moment où ta situation financière est devenue difficile. Ce n'est pas... Il ne s'agit pas d'argent. Je me suis penchée en arrière dans ma chaise, l'étudiant. Vraiment ? Parce qu'Héloïse m'a rendu visite il y a quelques mois. Elle a été très informative sur votre situation actuelle. Le visage d'Étienne a rougi. Héloïse n'avait aucun droit de t'impliquer dans nos problèmes. Alors, tu admets que vous avez des problèmes ?
Tout le monde a des problèmes, maman. Ce n'est pas... Écoute, je sais ce que tu penses, mais il ne s'agit pas d'argent. Oui, les choses ont été difficiles depuis que nous... Mais on s'en sort. J'ai eu une promotion au travail. Héloïse prend plus de clients. On va bien. Alors pourquoi es-tu ici? La question est restée en suspens entre nous. Étienne a fixé sa tasse de café, son sang-froid commençant enfin à se fissurer. Parce que tu me manques, a-t-il dit doucement. Parce que je réalise ce que j'ai perdu. Qu'as-tu perdu, Étienne? Ma mère, ma famille, la personne qui a toujours cru en moi, même quand je ne croyais pas en moi-même? La personne qui t'a toujours sauvé, tu veux dire? Ce n'est pas juste. Ne laisse pas? Parce que j'ai réfléchi à notre relation ces derniers mois et j'ai réalisé quelque chose d'intéressant. Tu ne m'as jamais appelé juste pour parler. Tu n'es jamais venu me voir, sauf si tu avais besoin de quelque chose. Tu ne m'as jamais incluse dans ta vie, sauf si cela t'arrangeait. Alors, quand tu dis que je te manque, qu'est-ce qui te manque exactement? Les mains d'Étienne tremblaient légèrement alors qu'il attrapait son café. Avoir une mère qui m'aimait me manque. Je t'aimais. Je t'aimais tellement que j'ai oublié d'exiger que tu m'aimes en retour. Je t'aime. Non, Étienne. Tu aimes ce que je fournissais. Le filet de sécurité, le soutien financier, l'acceptation inconditionnelle de tes choix, peu importe comment ils m'affectaient. Tu aimais avoir une mère qui ne demandait rien et donnait tout. Ce n'est pas vrai. J'ai ouvert mon sac à main et sorti mon téléphone, faisant défiler la galerie de photos. Sais-tu ce que j'ai fait ces 4 derniers mois? Il a secoué la tête. Je suis allée en Camargue et j'ai pris un cours de cuisine. J'ai appris à faire de la paella à partir de rien. J'ai visité Annecy et fait des randonnées dans les Alpes. J'ai passé 2 semaines dans la vallée de la Loire à regarder les feuilles changer de couleur. J'ai lu 37 livres, appris à jouer aux échecs et commencé à prendre des cours d'espagnol en ligne. Je lui ai montré des photos de moi riant avec mon cours de cuisine, debout sur des belvédères en montagne, lisant dans un hamac tendu entre 2 chênes. J'ai vécu, Étienne, pour la première fois en 30 ans. J'ai vécu pour moi-même au lieu d'attendre que tu aies besoin de moi. Mais tu pourrais toujours faire ces choses. On pourrait même en faire certaines, ensemble. Pourrions-nous? Quand as-tu exprimé pour la dernière fois un intérêt à faire quoi que ce soit avec moi qui ne soit pas lié à une faveur dont tu avais besoin? Silence. J'attends. Plus de silence. La vérité, Étienne, c'est que tu ne m'as jamais vu comme une personne. J'étais une fonction. La fonction maman. Et quand cette fonction est devenue gênante ou embarrassante, tu en as fait des blagues à ta réception de mariage. J'étais ivre. Je ne le pensais pas. Tu pensais chaque mot. Les gens ivres ne mentent pas, Étienne. Ils arrêtent juste de filtrer leurs pensées avant de les exprimer. Il pleurait maintenant, des larmes coulant sur ses joues, alors que tout le poids de ce qu'il avait perdu commençait à s'abattre sur lui. Mais je ne ressentais rien. Aucune envie de le réconforter, aucun instinct maternel de faire en sorte que ça aille mieux. « Que puis-je faire » a-t-il murmuré. « Dis-moi ce que je peux faire pour réparer ça. » Rien. Il doit y avoir quelque chose, une façon de mériter ton pardon. Je ne suis pas assez en colère pour avoir besoin de te pardonner, Étienne. Le pardon implique que je m'accroche à une blessure, attendant que tu la guérisses. Mais je ne suis plus blessée. Je suis libre. Je ne comprends pas. Je sais que tu ne comprends pas. C'est exactement le problème. Je me suis levée, laissant mon café au lait intact sur la table. Étienne a levé les yeux vers moi
avec l'expression de quelqu'un qui voit son monde entier s'effondrer. « Attends. S'il te plaît, ne pars pas comme ça. » « Je ne pars pas, Étienne. Je suis partie il y a des mois. Tu viens juste de le remarquer. » Je me suis dirigée vers la porte, puis je me suis retournée une dernière fois. Pour ce que ça vaut, j'espère que tu apprendras à être heureux avec la vie que tu as choisie. Mais tu devras la prendre sans moi. Dehors, la soirée d'Aix-en-Provence était douce et chaude. J'ai marché lentement jusqu'à mon appartement, passant devant les places bordées de platanes et le son du jazz s'échappant des terrasses de restaurants. Quelque part derrière moi, Étienne était probablement encore assis à cette table, essayant de digérer le fait que son filet de sécurité ne reviendrait jamais. Demain, je commencerai à planifier ma prochaine aventure. Peut-être l'Italie, peut-être le Pays basque, peut-être un endroit où je n'avais jamais imaginé aller quand j'étais trop occupée à être la mère de quelqu'un pour être moi-même. La femme qui avait passé 30 ans à accepter les restes était partie pour toujours. À sa place se trouvait quelqu'un qui avait enfin appris qu'elle méritait une place à la table, ou mieux encore, une table bien à elle. Le soleil matinal inondait les fenêtres de mon appartement d'Aix-en-Provence, projetant des rectangles dorés sur le parquet. J'étais assise à ma petite table de cuisine, une tasse de café dans une main et mon téléphone dans l'autre, faisant défiler les photos de mon récent voyage au Pays basque. 6 mois s'étaient écoulés depuis ma conversation avec Étienne dans le café. 6 mois de découverte, de croissance et d'un sentiment de paix inattendu. Le travail à la librairie était passé d'un poste temporaire à quelque chose que j'aimais sincèrement. Rita m'avait promue directrice adjointe, me confiant la responsabilité des commandes et des événements. Nos soirées de club de lecture devenaient populaires dans le quartier, attirant une foule régulière de personnes intéressantes que je comptais désormais parmi mes amis. J'avais établi des routines qui me nourrissaient plutôt que de m'épuiser. Des promenades matinales dans la vieille ville, un brunch dominical avec ma nouvelle amie Meredith de l'appartement du dessus, des cours de peinture le jeudi soir. J'avais même commencé à avoir des rendez-vous, quelque chose qui aurait été inimaginable 1 an auparavant. Rien de sérieux, juste des dîners occasionnels avec Pierre, un professeur de lettres à la retraite qui était entré dans la librairie à la recherche de romans policiers et était resté pour discuter de littérature. Mon téléphone a sonné avec un SMS de Rita. « N'oublie pas l'événement avec l'auteur ce soir à 19h. J'apporte les bons biscuits. » J'ai souri, tapant une réponse rapide. Les petites joies d'une vie construite selon mes propres termes me surprenaient encore parfois. Alors que je rinçais ma tasse de café dans l'évier, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu, mais avec un indicatif régional familier, celui d'Étienne. Mon cœur a fait un petit bond involontaire, mais je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Quelle que soit la crise à laquelle il était confronté maintenant, ce n'était pas à moi de la résoudre. La notification de message vocal est apparue 1 minute plus tard. Contre mon meilleur jugement, je l'ai écouté. « Maman, c'est moi. » La voix d'Étienne semblait différente, plus stable, moins autoritaire. « Je n'appelle pas pour demander quoi que ce soit. Je te le promets. Juste... » Une pause. « Je serai à Aix la semaine prochaine pour une conférence. J'aimerais te voir si tu es d'accord, juste pour parler. Rappelle-moi si tu veux. Sinon, je comprends. » J'ai posé le téléphone et j'ai regardé par la fenêtre le platane dans la cour, ses branches lourdes de feuilles. L'ancienne moi aurait rappelé immédiatement, désireuse de reconstruire les ponts à tout prix. La nouvelle moi n'était pas si sûre. J'ai fini de me préparer pour le travail, glissant le téléphone dans mon sac sans prendre de décision. La librairie était bondée ce jour-là. Une école locale avait organisé une sortie scolaire et 20 enfants de 8 ans excités remplissaient la section jeunesse. Leur enthousiasme pour les livres était à la fois chaotique et réconfortant. « Tu es doué avec eux ?» a observé Rita
alors que nous regardions une petite fille, avec des tresses, compter soigneusement les euros de son porte-monnaie licorne pour acheter un livre d'images. Tu as déjà pensé à gérer notre programme pour enfants? On aurait besoin de quelqu'un pour l'heure du conte le samedi matin. J'y réfléchirai, ai-je dit, me surprenant de l'attrait de l'idée. À l'heure de la fermeture, je n'avais toujours pas décidé quoi faire de l'appel d'Étienne. J'en ai parlé à Rita pendant que nous fermions à clé. « Que te dit ton instinct ?» a-t-elle demandé, me regardant par-dessus ses lunettes de lecture violette. « C'est ça le problème. Ce n'est pas clair. » Alors peut-être que tu as besoin de plus d'informations, a-t-elle haussé les épaules. Tu peux toujours le rencontrer dans un lieu public, écouter ce qu'il a à dire et partir si ça commence à mal tourner. C'est vrai. Pour ce que ça vaut, a ajouté Rita. Les gens peuvent changer. Pas tout le monde, mais ça arrive. J'y ai pensé en rentrant chez moi dans la lumière du soir. Étienne aurait-il pu changer? Est-ce que je voulais le savoir? De retour à mon appartement, j'ai préparé un dîner simple. Des légumes rôtis et du poulet grillé, un verre de vin blanc. En mangeant, j'ai fait défiler de vieilles photos sur mon téléphone, tombant sur une d'il y a des années. Étienne, à sa remise de diplôme du lycée, son bras autour de mes épaules, nous deux souriant sans réserve. Avant de pouvoir me dissuader, j'ai pris mon téléphone et composé son numéro. Maman. Sa voix était surprise, pleine d'espoir. Bonjour, Étienne. Merci d'avoir rappelé. Je n'étais pas sûre que tu le ferais. Moi non plus, ai-je admis. Qu'est-ce qui t'amène à Aix? Une conférence sur la technologie au Centre des Congrès. Je présente un article sur la sécurité logicielle. Ça a l'air impressionnant? C'est juste le travail. Une pause. J'aimerais vraiment te voir pendant que je suis là. J'ai réfléchi à cela. Je peux te retrouver pour un café mercredi? Ce serait génial. Merci. Je lui ai donné le nom d'un café près de la librairie. Un terrain neutre comme Rita l'avait suggéré. Maman, a-t-il dit avant que nous raccrochions. Je veux juste que tu saches que j'ai beaucoup réfléchi depuis tout. Je suis contente de l'entendre. J'essaye d'être meilleure. C'est bien, Étienne. J'espère que tu l'es. Après avoir raccroché, je suis restée assise longtemps, me demandant si j'avais fait une erreur. La paix que j'avais construite me semblait soudain fragile, comme si une seule conversation pouvait défaire des mois de guérison. Mais cette nuit-là, en me préparant pour le lit, j'ai aperçu mon reflet dans le miroir de la salle de bain, et j'ai vu quelqu'un de plus fort que la femme qui était partie du mariage d'Étienne. Quelqu'un qui pouvait faire face à son fils sans avoir besoin de son approbation ou craindre son jugement. Quoi qu'il arrive mercredi, j'irai bien. Le café était bondé quand je suis arrivée, rempli de la foule de midi composée d'étudiants, de touristes et d'habitants. J'ai choisi une table près de la fenêtre, positionnée de manière à pouvoir voir la porte. Les vieilles habitudes ont la vie dure, et j'avais toujours été en avance pour tout. À 14 heures précises, Étienne est entré. Il avait l'air différent, plus mince, oui, mais aussi en quelque sorte plus substantiel. Moins comme la coquille polie d'un homme que j'avais vu pour la dernière fois dans le café il y a 6 mois. Il portait un jean et une simple chemise, pas les vêtements de marque que j'avais l'habitude de lui voir porter. Il a balayé la pièce du regard, m'a repéré et s'est approché avec un sourire incertain. « Maman, merci d'être venue. » J'ai hoché la tête, lui indiquant la chaise en face de moi. « Tu es à l'heure. » Il s'est assis, jouant légèrement avec le menu. « Cet endroit a l'air sympa. Ils font de bons croissants. » Une serveuse est venue et nous avons commandé. Un café noir pour lui, un café au lait pour moi, et 2 croissants aux amandes que j'avais recommandés. Un silence gênant s'est installé entre nous alors que la serveuse s'éloignait.
Étienne l'a rompu le premier. Tu as l'air vraiment bien, a-t-il dit. Heureuse? Je le suis. J'en suis content. Il semblait le penser sincèrement. Ex te va bien. En effet. Comment vont les choses de ton côté? Il a pris une profonde inspiration. Mieux maintenant. Ça a été difficile pendant un moment après tout. Héloïse a mentionné quelques difficultés quand elle est venue me voir. Son expression s'est légèrement crispée à la mention de sa femme. Oui. Nous avons dû faire quelques ajustements. Vivez-vous toujours chez ses parents? Non, nous avons trouvé un appartement plus petit, plus dans notre budget réel. Il a offert un sourire plein d'autodérision. Il s'avère que mon salaire ne va pas aussi loin que je le pensais quand je paie toutes mes propres factures. Notre café est arrivé, nous donnant à tous les deux un moment pour rassembler nos pensées. Héloïse est enceinte, a-t-il dit soudainement. De 3 mois? Cela m'a prise par surprise. Félicitations. Merci. Nous sommes excités. Terrifiés, mais excités. Il a remué son café inutilement. Ça change ta façon de voir les choses. La paternité imminente. Certainement. Je n'arrête pas de penser au genre de père que je veux être, à ce que je veux que mon enfant apprenne de moi. Il a levé les yeux, me regardant directement. Et je réalise que je ne veux pas transmettre les valeurs selon lesquelles j'ai vécu. Je suis restée silencieuse, attendant qu'il continue. Les 6 derniers mois ont été instructifs. Quand tu m'as coupé les vivres, j'étais en colère. Je t'ai tout reproché. Mais ensuite, j'ai dû commencer à me débrouiller seule, et j'ai réalisé à quel point j'avais pris les choses pour acquises. Il a secoué la tête. À quel point je t'avais prise pour acquise. C'est une prise de conscience importante. Ça l'est. Il a repoussé son café. Maman, je te dois des excuses. Des vraies. Pas les salades manipulatrices que j'ai essayées avant. La façon dont je t'ai traitée était inexcusable. Pas seulement au mariage, mais pendant des années avant ça. Les mots semblaient répétés, mais ses yeux contenaient une sincérité que je n'avais pas vue depuis longtemps. Je ne te demanderai pas ton pardon, a-t-il continué. Je ne l'ai pas mérité. Je voulais juste que tu saches que je comprends ce que j'ai fait de mal et que j'essaie d'être meilleure. J'ai réfléchi à ces mots, essayant de séparer le remords sincère de la performance du remords, quelque chose pour lequel Étienne avait toujours été doué quand il avait besoin de quelque chose. Qu'est-ce que tu comprends exactement, Étienne? Il a semblé surpris par la question, mais s'est vite ressaisi. Je comprends que je t'ai traité comme une ressource au lieu d'une personne, que j'ai pris ton amour et ton soutien sans rien donner en retour, que j'ai eu honte de toi alors que j'aurais dû être fière. Sa voix s'est légèrement brisée. Et je comprends que j'ai peut-être endommagé notre relation de façon permanente, au-delà de toute réparation. J'ai siroté mon café au lait, laissant ces mots s'installer entre nous. Pourquoi me dis-tu cela maintenant? Parce que je vais être père. Parce que je veux que mon enfant connaisse sa grand-mère. Parce que tu me manques. Il a étendu ses mains sur la table. Et parce que c'est la bonne chose à faire, même si ça ne mène à rien. Pour la première fois de notre conversation, j'ai senti quelque chose s'adoucir en moi. Pas le pardon exactement, mais une volonté de considérer que cela pourrait être sincère. Comment Héloïse gère-t-elle la grossesse? Elle a été beaucoup malade, elle travaille moins. Ça a été dur pour elle. Il a hésité. Elle est différente aussi, depuis que tout est arrivé. Plus ancrée. Nous le sommes tous les deux. Les difficultés financières ont le don de clarifier les priorités. Ce n'était pas seulement l'argent, maman.
C'était de réaliser à quelle vitesse tout pouvait s'effondrer, à quel point notre vie était fragile quand elle n'était pas subventionnée par quelqu'un d'autre. J'ai hoché la tête, comprenant trop bien. Nous suivons une thérapie, a-t-il ajouté. Tous les deux. Pour travailler sur notre communication, nos valeurs, essayer de construire quelque chose de plus sain avant l'arrivée du bébé. Cela m'a surprise. L'Étienne que je connaissais aurait considéré la thérapie comme indigne de lui, un signe de faiblesse. Il faut du courage, ai-je reconnu. Pas autant de courage que ce que tu as fait, tout quitter pour recommencer à zéro. Je ne crois pas te l'avoir dit avant, mais j'admire ça, même si ça a fait un mal de chien à l'époque. Nos croissants sont arrivés, me donnant un moment pour absorber ce tournant inattendu dans la conversation. Nous avons mangé en silence pendant quelques minutes, la douceur de la pâtisserie contrastant avec les souvenirs amers entre nous. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Ai-je finalement demandé. Étienne a balayé les miettes de ses doigts, réfléchissant. C'est à toi de décider. J'aimerais essayer de reconstruire une sorte de relation, si tu es d'accord, mais je comprendrai si tu ne l'es pas. Quelle sorte de relation avais-tu en tête? Une relation honnête. Il a souri tristement. Une où je t'appelle juste pour parler, pas parce que j'ai besoin de quelque chose. Où j'écoute ce qui se passe dans ta vie au lieu de ne parler que de la mienne. Où je te traite avec le respect que tu as toujours mérité. Je l'ai étudié, cherchant le garçon manipulateur sous les mots de l'homme. Mais tout ce que j'ai vu, c'est quelqu'un qui luttait sincèrement pour être meilleur qu'il ne l'avait été. Je ne ferai aucune promesse, ai-je finalement dit. Mais je suis prête à faire de petits pas et à voir où il nous mène. Le soulagement a envahi son visage. C'est plus que ce que j'espérais. Merci. Nous avons passé l'heure suivante à parler, vraiment parler, pour ce qui m'a semblé être la première fois depuis des années. Il m'a parlé de son travail, des changements que lui et Héloïse avaient faits dans leur style de vie, de leurs préparatifs pour le bébé. Je lui ai parlé de la librairie, de mes voyages, de mes nouveaux amis. Alors que nous nous préparions à partir, il a sorti de sa poche un petit paquet emballé. Je t'ai apporté quelque chose. Ce n'est pas grand-chose, mais... Je l'ai ouvert avec précaution. À l'intérieur se trouvait un délicat bracelet en argent avec une seule breloque, un petit livre ouvert. Je l'ai vu et j'ai pensé à toi, a-t-il dit. Sans aucune condition, juste un merci pour m'avoir rencontré aujourd'hui. Le geste était simple, attentionné d'une manière que ces cadeaux coûteux n'avaient jamais été. Je l'ai glissé à mon poignet, à côté du bracelet de ma grand-mère. Il est charmant. Merci. Dehors, devant le café, nous nous tenions maladroitement, ne sachant ni l'un ni l'autre comment terminer ce nouveau type de rencontre. Ma présentation est demain matin, a-t-il dit. Mais je suis libre pour le dîner après, si tu veux qu'on se revoie. J'ai réfléchi à cela. Pourquoi ne viendrais-tu pas à mon appartement? Je peux préparer quelque chose de simple. J'aimerais beaucoup. Il a hésité, puis a ajouté. Penses-tu... Est-ce que ce serait d'accord si Héloïse se joignait à nous? Elle arrive en avion demain après-midi. C'était le test. J'ai réalisé. Pas seulement reconstruire une relation avec mon fils, mais trouver un moyen d'avancer avec la famille qu'il avait choisie, la famille qui s'agrandissait maintenant pour inclure mon petit enfant. Oui, ai-je dit après un moment. Elle est la bienvenue aussi. Le sourire qui s'est étalé sur son visage était sincère, atteignant ses yeux d'une manière que je n'avais pas vue depuis qu'il était un garçon. Merci, maman. Pour tout. Nous nous sommes quittés sans nous embrasser. Nous n'en étions pas encore là.
mais avec une nouvelle compréhension entre nous. En le regardant s'éloigner, je n'ai ressenti ni l'espoir douloureux de notre dernière rencontre, ni le vide creux de notre séparation après le mariage. Au lieu de cela, j'ai ressenti quelque chose comme un optimisme prudent, une volonté de voir où ce nouveau chemin pourrait mener. Mon appartement semblait différent à travers les yeux d'une hôtesse potentielle. Les meubles que j'avais assemblés depuis mon arrivée à Aix étaient éclectiques mais confortables. Un mélange de trouvailles de seconde main et de quelques pièces de qualité que je m'étais autorisée à acheter avec ma nouvelle liberté financière. J'ai passé la matinée à la librairie, puis l'après-midi à préparer un dîner simple. Poulet rôti, pommes de terre, une salade avec des ingrédients du marché des fermiers. Rien d'extraordinaire, mais fait avec soin. À 18h30, on a sonné à ma porte. J'ai lissé mes mains sur mon pantalon et j'ai ouvert la porte pour trouver Étienne et Héloïse, tous deux aussi nerveux que moi. « Entrez !» ai-je dit en m'écartant. « C'est pour vous !» a dit Héloïse en tendant un bouquet de fleurs variées. « Merci de nous recevoir. »« Elles sont magnifiques. Merci. » J'ai pris les fleurs, remarquant l'absence de ses vêtements de créateur et de son maquillage parfait. Elle avait l'air plus jeune, plus douce en quelque sorte, dans une simple robe de maternité et des chaussures plates. Étienne portait un petit sac cadeau. Et ça, c'est de nous deux. Un cadeau de pendaison de crémaillère, même si vous êtes ici depuis un moment. À l'intérieur se trouvait un carnet relié en cuir avec du papier fait main. « Pour vos nouvelles aventures, » a-t-il expliqué. « Pour que tu puisses les raconter. » C'est très attentionné. Je les ai conduits dans le salon où j'avais préparé un plateau de fromage et des boissons. Du vin pour moi, de l'eau pétillante pour eux. Les premières minutes ont été guindées, nous essayions tous trop. Mais peu à peu, alors que nous étions assis autour de ma petite table basse, la conversation a trouvé un rythme plus naturel. « Votre appartement est charmant », a dit Héloïse, regardant autour d'elle avec ce qui semblait être une appréciation sincère plutôt que le dégoût poli auquel je m'étais habituée de sa part. « Si lumineux et paisible. »« Merci, il me convient. »« Je vois ça. » Elle a hésité. « Hélène, je veux m'excuser pour mon comportement quand nous nous sommes rencontrés pour la première fois et au mariage, et, eh bien, pour tout. J'ai été pleine de jugement et condescendante, et je suis profondément désolée. » Sa franchise m'a surprise. Merci de le dire. Je le pense. J'ai été élevée pour valoriser toutes les mauvaises choses. Le statut, l'apparence, l'argent. Elle a posé une main protectrice sur son ventre légèrement arrondi. Je ne veux pas transmettre ces valeurs à notre enfant. J'ai jeté un coup d'œil à Étienne, qui regardait sa femme avec un mélange de fierté et de tendresse que je n'avais jamais vu auparavant. « Devenir parent change votre perspective », ai-je offert. « C'est vrai », a convenu Étienne. Déjà, et le bébé n'est même pas encore là. Alors que nous passions à la table à manger, la conversation s'est déroulée plus facilement. Ils m'ont parlé de leur nouvel appartement, des cours de préparation à la naissance qu'ils suivaient, de leurs espoirs et de leurs craintes de devenir parents. « Nous avons décidé de ne pas connaître le sexe », a dit Héloïse alors que nous servions le dessert, un simple crumble aux fruits rouges. « Nous voulons avoir la surprise. »« Avez-vous pensé à des prénoms ?» ai-je demandé. Ils ont échangé un regard, une communication silencieuse passant entre eux. « En fait, » a dit Étienne, « si c'est une fille, nous pensions à Hélène. » La cuillère que je tenais a cliqueté contre mon assiette. « Vous n'êtes pas obligé de faire ça. »« Nous le voulons, » a dit Héloïse doucement. « Ce serait un honneur si vous le permettiez. » J'ai cligné des yeux pour retenir des larmes inattendues. Je serais honorée aussi.
Après le dîner, alors qu'Étienne m'aidait à débarrasser la table, ce qu'il n'avait jamais fait dans sa vie d'adulte auparavant, Héloïse s'est approchée de ma bibliothèque, examinant les photos que j'y avais disposées. « Vous avez l'air si heureuse sur celle-ci », a-t-elle commenté, en montrant une photo de moi sur une croisière au coucher du soleil dans les Calanques. « Je suis heureuse », ai-je dit, réalisant en le disant que c'était entièrement vrai. « Bien, vous le méritez. » Alors qu'il se préparait à partir, Étienne est resté en arrière pendant qu'Héloïse allait appeler leur taxi. « Maman, » a-t-il dit doucement, « j'ai autre chose pour toi. » Il a sorti une enveloppe de la poche de sa veste. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est un début. À l'intérieur se trouvait un chèque de 3 200 €, le montant exact qu'il avait débité sur ma carte de crédit pour l'acompte de la lune de miel. « Étienne, tu n'es pas obligé. » « Si, c'est le premier versement. J'ai mis en place des virements mensuels automatiques pour rembourser tout ce que j'ai pris au fil des ans. » Son expression était déterminée. « Je sais que ça ne peut pas annuler ce qui s'est passé, mais c'est important pour moi de réparer ça. » J'ai étudié le chèque, puis le visage de mon fils. « Merci. Il y a autre chose. » Il a pris une profonde inspiration. « Nous aimerions que tu sois impliqué dans la vie du bébé, autant ou aussi peu que tu le souhaites. Les rendez-vous chez le médecin, les achats pour la chambre du bébé, être là pour la naissance si tu le désires. Sans pression, mais l'invitation est ouverte. J'aimerais beaucoup ça. Et nous aimerions venir te voir plus souvent, si c'est d'accord. Peut-être en faire une habitude, mensuellement si ton emploi du temps le permet. On pourrait alterner les voyages. » L'effort derrière ces suggestions, la planification, l'engagement, m'en disaient plus que ces mots sur les changements qu'il essayait d'opérer. Commençons par une visite à la fois et voyons comment ça se passe, ai-je dit, ne voulant pas promettre plus que ce que je pouvais livrer émotionnellement. C'est juste. Il a hésité, puis a posé la question que je voyais sur son esprit toute la soirée. Penses-tu que tu pourrais un jour me pardonner ? Vraiment me pardonner, je veux dire. J'ai réfléchi à cela attentivement. Le pardon n'est pas un moment unique, Étienne. C'est un processus. Nous sommes dans ce processus maintenant, et je suis prête à voir où il mène. Il a hoché la tête, acceptant cette réponse incomplète, mais honnête. C'est tout ce que je peux demander. À la porte, il m'a surprise en se penchant pour une brève étreinte maladroite. Le premier contact physique que nous avions eu depuis avant le mariage. « Merci », a-t-il murmuré, « de m'avoir donné une autre chance. »« Merci de l'avoir mérité », ai-je répondu. Après leur départ, je me suis assise sur mon balcon avec un verre de vin, regardant le clair de lune sur la cour en bas. La soirée n'avait été ni parfaite ni terrible, juste réelle, avec toutes les émotions compliquées qui accompagnent la reconstruction de quelque chose de brisé. J'ai touché la breloque en forme de livre sur le bracelet qu'Étienne m'avait donné. Puis, le bracelet en diamant de ma grand-mère que je portais maintenant, ouvertement, au lieu de le cacher. L'ancien et le nouveau, côte à côte. Demain, je retournerai à ma vie. La librairie, mes amis, mon indépendance. Mais quelque chose avait changé. Une porte s'ouvrait sur des possibilités que je ne m'étais pas autorisée à envisager. 6 mois plus tard. Poussée, Héloïse. Encore une grande poussée. La salle d'accouchement était un chaos d'activités. Médecins, infirmières, machines qui bipaient et les efforts déterminés d'Héloïse pour mettre son enfant au monde. Étienne se tenait à ses côtés, soutenant ses épaules, son visage un mélange de terreur et d'émerveillement. J'attendais dans un coin, présente mais pas intrusive, là à leur demande spécifique. Les 6 derniers mois avaient été une danse prudente de limites et de construction de ponts.
Des visites mensuelles, des appels téléphoniques hebdomadaires. De petits pas vers un nouveau type de relation. Pas le sacrifice inconditionnel d'avant, mais quelque chose de plus équilibré, de plus honnête. Il y avait eu des revers, des moments où de vieux schémas menaçaient de réapparaître, où Étienne retombait dans ses droits, ou moi dans le martyre. Mais nous les avions navigués ensemble, tous deux engagés à créer quelque chose de plus sain. Héloïse a donné une dernière poussée héroïque. Et soudain, la pièce s'est remplie du cri indigné d'une nouvelle vie entrant dans le monde. « C'est une fille !» a annoncé le médecin, plaçant le nourrisson gigotant et au visage rouge sur la poitrine d'Héloïse. Étienne pleurait ouvertement maintenant, une main sur le dos minuscule de sa fille, l'autre tenant toujours la main de sa femme épuisée. « Hélène » a murmuré Héloïse en regardant leur fille. « Bienvenue au monde. » Étienne a levé les yeux, son regard croisant le mien à travers la pièce. « Maman, tu veux venir rencontrer ta petite fille ?» Je me suis approchée, regardant le visage minuscule et parfait de cette nouvelle personne, cette continuation de la vie, ce nouveau départ. « Bonjour, Hélène » ai-je dit doucement, tendant la main pour toucher ses doigts incroyablement petits. Elle a saisi mon index avec une force surprenante, s'accrochant comme pour dire « Je suis là, je nous relie tous ». À ce moment, en regardant 3 générations de ma famille, j'ai compris quelque chose de profond sur le cycle du donner et du recevoir, de la blessure et de la guérison, des fins et des commencements. La vie inclurait toujours des restes, ces parties douloureuses que nous devons digérer et transformer. Mais elle incluait aussi de nouveaux départs, de nouvelles recettes, de meilleures façons de nous nourrir et de nourrir les autres. Comme s'il lisait dans mes pensées, Étienne a parlé. « Elle connaîtra une autre façon, » a-t-il promis doucement. « Elle connaîtra sa valeur dès le début. Elle connaîtra la tienne aussi. » J'ai hoché la tête, incapable de parler au-delà de la boule dans ma gorge. Plus tard, alors que j'étais assise dans un fauteuil confortable dans la chambre d'hôpital, tenant ma petite fille endormie pendant que ses parents se reposaient, j'ai regardé par la fenêtre l'horizon d'Aix-en-Provence. Le soleil se couchait, peignant les vieux bâtiments d'or et de rose. Une belle fin, laissant place à ce qui allait suivre. La petite Hélène a bougé dans mes bras, son visage paisible dans son sommeil, inconsciente de l'histoire compliquée qui avait mené à ce moment, non alourdie par les erreurs que nous avions tous commises. Elle représentait quelque chose de précieux, la possibilité que nous puissions apprendre de ces erreurs, que nous puissions faire mieux à chaque nouvelle chance qui nous était donnée. J'ai pensé à mon parcours, de la femme qui acceptait les restes à la femme qui avait construit une vie selon ses propres termes, de la mère qui donnait trop à la grand-mère, qui donnerait sagement, avec des limites et le respect de soi intact. Le bébé a bâillé, son petit poing contre sa joue. Dans quelques minutes, Héloïse se réveillerait et aurait besoin de la nourrir. Étienne la prendrait de mes bras avec sa nouvelle compétence prudente de père. La vie continuerait sa marche en avant. Mais pour l'instant, dans ce moment calme entre ce qui était et ce qui serait, je tenais l'avenir dans mes bras et je me sentais enfin complètement en paix. Non pas parce que tout était parfait, non pas parce que toutes les blessures étaient guéries, mais parce que j'avais appris la leçon la plus importante de toutes, que je méritais une place à la table de ma propre vie. Pas seulement les restes, mais le meilleur que la vie avait à offrir. Et il en allait de même pour tous les autres dans cette pièce. Et que feriez-vous si vous étiez à ma place? Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire? Commentez ci-dessous avec la ville d'où vous regardez. Et je serai de retour la semaine prochaine avec 2 autres histoires qui sont les favorites de la chaîne.